Bienvenue à toutes et à tous pour cet atelier sur le monde associatif et l'administration qui entoure toutes les associations. Cet atelier sera présenté par Sugi. Enchanté tout le monde. Voilà. Sugi, je te laisse faire un tout petit peu dire pourquoi tu t'es impliqué dans cet atelier spécifiquement. OK, bah, parce qu'effectivement, l'associatif pour moi est quelque chose qui m'a toujours, un peu collé, hein. Quand j'étais encore au Liban, j'ai cofondé le 1er club de l'école, qui s'agit d'un club de tri et de recyclage dans un pays qui en a toujours pas. Et donc c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et jusqu'à présent, j'en fais partie de 3 assos encore, y compris bien évidemment notre cher Niasobi. Et donc voilà, pour ça que je suis là. Ok, parfait. Et puis, de mon côté, je présenterai également cet atelier. Pour des raisons évidentes je connais très bien les statuts associatifs. J'ai été président de plusieurs assos. Je suis président actuellement de Niasobi et d'une autre asso étudiante. J'ai fait un service civique autour des assos étudiantes où j'ai eu une formation également sur, tout ce qui concernait un petit peu, les statuts des associations et quelques éléments juridiques, qui tournaient autour. Donc voilà, je traîne dans ce milieu depuis un petit moment, je commence à en connaître pas mal de ficelles et c'est pourquoi on va vous présenter aujourd'hui cet atelier. Cet atelier a une certaine importance, justement parce que c'est un atelier qui va être aussi utile pour les personnes, qui vont vouloir reprendre, Niasobi, dans les années futures. Donc, là vraiment je pense, dans le futur plutôt lointain, c'est une vidéo que les adhérents de Niasobi pourront, revoir justement pour, bien comprendre quel était le but de base de Niasobi et au jour d'aujourd'hui, donc du 21 février 2026, quels étaient les statuts et quels étaient les éléments juridiques qui entouraient Niasobi. Je leur précise parce que ça va être, ça a une importance, la date et enfin la période dans laquelle est créée l'association parce que à tout moment, la loi peut changer autour. Même si il y a très peu de cas qui feraient que la loi changerait, on prend quand même les devants. Donc voilà. Alors, tac, 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 que je me mette aussi sur ce qu'on avait dit au niveau de l'ordre de discussion. Je suis dessus directement. On va commencer par poser une question très simple. C'est quoi une asso? Donc déjà, vous voyez sur le diapo 3 éléments qui sont importants. La première, c'est qu'une association a pour objectif un but commun. Euh, le principe, je vais reprendre très souvent les Niasobi comme exemple parce que vous connaissez l'association vu que vous y êtes, mais le but commun de Niasobi, c'est de mettre en avant le VTubing francophone. Jusque-là, pas trop de difficultés. Il y a aussi la partie qu'une association doit être composée de différentes personnes. Légalement, une association ne peut pas être construite si ce n'est qu'une seule personne qui lance l'association. Il faut au moins 2 personnes minimum pour pouvoir départager les rôles à l'intérieur et pour être bien sûr que c'est pas un projet, c'est pas une arnaque. Et enfin, une association est structurée selon la loi. Plus précisément, la loi 1901 est celle qui concerne les associations et qui régit l'ensemble à peu près de ce que fait une association, de comment elle doit être construite. Bref, c'est la loi 1900, je vais vous retrouver le terme exact. Tac, tac, tac. La loi du 1er juillet 1901, voilà. C'est elle qui va donner l'ensemble des lois
et règles entourant une association. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'hyper large. Il n'y a pas de, il y a, il y a pas de précision plus importante à apporter au niveau d'une association parce que une association va être différente selon les personnes qui la fondent. Il peut y avoir il y a des milliers et des milliers de buts pour les associations. Ça peut être fait par plusieurs personnes différentes. Il y a plein de choses qui rendent chaque association unique en leur genre. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour Niasobi qui a plusieurs particularités. Tac, tac, tac. Euh, j'ai aussi envie de vous poser la question, selon vous, euh, quels sont les, quels sont les différents types d'associations qui existent? Voilà, de temps en temps, ce sera un petit peu interactif, virtuel. Alors là, je vais juste prendre les réponses que vous donnez. Je vais pas forcément donner la solution tout de suite. Là, je veux voir d'abord, pour vous, c'est quoi une association? Quelles sont les différentes formes qu'une association peut avoir? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, n'hésitez pas à mettre, Voilà, ce que vous pensez dans les commentaires. Pas dans les commentaires, dans le chat. c'est un type pour moi. Ok, ok. Et bah, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, Guy. Yes. Donc, la diapo suivante, les différents types d'associations. Il en existe techniquement 5, mais on va en parler de 4 parce que la cinquième, c'est les associations qui ne sont pas reconnues euh, par justement qui n'ont pas été mises en avant, qui n'ont pas fait de merde, Déclaration. de déclaration au niveau de l'administration. Donc techniquement, c'est une association, mais pas tellement quoi. Pas sur le plan légal, quoi. Voilà. Euh, Tu veux commencer, Sugi? T'as quelque chose, t'as des petits éléments à dire sur les assos qui sont présentés? Je peux te laisser commencer, je finirai, par ajouter des trucs si j'ai des choses en plus. Ça marche. Donc, on va commencer simplement. Les associations juniors ou junior associations, ce sont des associations qui euh, ont été, dont le concept a été créé en 1998 pour faciliter les mises en œuvre euh, de projets faits par des jeunes. Donc vraiment, c'est pour les personnes qui ont moins de 18 ans. C'est si des personnes de moins de 18 ans ont un projet qui soit dans sportif, culturel, qui soit tourné autour de la citoyenneté ou qui soit tourné autour d'un événement précis, alors ils ont possibilité de créer une association. Avant 1998, c'était un peu plus compliqué parce il y a toute la question de la légalité au niveau du fait que si les représentants ne sont pas forcément majeurs, ça peut être un peu plus chiant. Voilà. Ensuite, il y a les associations d'utilité publique. Alors, les associations d'utilité publique, ce sont des associations qui permettent justement d'agir sur les personnes de manière globale, qui apportent un réel intérêt. Je pense que si je vous cite la Croix-Rouge, si je vous cite
Merde, je l'avais en tête. Ceux qui s'occupent de la nourriture. Comment ça s'appelle? Les Restos du Cœur? Restos du Cœur, voilà. Ce sont des associations d'intérêt, d'utilité publique. Elles doivent suivre plusieurs conditions pour, justement être considérées comme telles, être d'intérêt général, avoir une influence et un rayonnement qui dépassent le cadre local, avoir un nombre minimum d'adhérents qui est au moins de 200, une activité effective et réelle, donc c'est-à-dire que l'association n'existe pas de temps en temps, c'est vraiment elle a une activité quasi continue et il faut que la plupart des personnes qui sont présentes dans l'association participent à cette association. Il faut que cette association ait un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens dans les statuts et il faut qu'ils aient des finances très solides. Montant minimum de ressources annuelles, environ 46 000 € et un montant de subvention publique inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices. Bref, il faut que ce soit, structuré et il faut que ce soit solide. Parce que sinon, ça ne peut pas être reconnu d'utilité publique et ça n'a pas les avantages que ça a autour. Parce que ce les assos d'utilité publique ont des particularités, ont des avantages, très importants qui sont de pouvoir recevoir des dons et des legs exonérés, heu, des droits de mutation, à titre complètement gratuit et c'est prévu dans la loi. Et d'ailleurs, il faut que ce soit aussi qu'ils aient une gestion très, transparente Oui, de tout ce qui est budget, et administratif et que ce soit accessible à qui veut consulter. voilà, exactement. Alors, juste pour info, on parlera des dons et des legs un peu plus tard au niveau des statuts. Si vous ne comprenez pas exactement les termes-là ou que vous ne comprenez pas la subtilité que ça peut avoir d'avoir des exonérations sur les dons, on en parlera un peu plus tard. Alors, troisième cas, un petit peu spécifique, les associations qui ont leur siège social en Alsace-Moselle. Pourquoi particulièrement cette région-là? Tout simplement parce que, je donne la réponse tout de suite, hein, navré, pour les férus d'histoire, mais l'Alsace-Moselle est une région qui a subi, qui a subi des changements de contrôle au niveau durant les années 1900, qui avait autant de droits français que de droit allemand. Donc, c'est pour ça qu'elle a une base juridique un petit peu différente. C'est pour ça que toute association qui a son siège social, soit dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin ou dans la Moselle, elle se réfère plutôt au droit qui concerne ces 3 régions, plutôt que le droit qui concerne les associations autour de la loi du 1er juillet 1901. Il y a pas mal de différences. Sachez que les différences sont assez notables et que, c'est vraiment pas la même subtilité et je vais pas vous asséner de tout ce qui est, différent au niveau de l'Alsace Moselle parce que, hem, il y en a un petit peu pas mal, quoi. Si Sugui, tu veux dire un truc à ce niveau-là, hésite pas, hein, Sur, vraiment, non, sur l'Alsace-Moselle, j'avoue que pas trop mon domaine sur cette spécificité-là. ouais. C'est vraiment particulier en termes de réglementation et de droit et je vous avoue que, bah, c'est chiant. C'est un peu chiant. On va pas se mentir, c'est vraiment un peu chiant. Là, c'est du légal, quoi. Ouais et enfin, les associations agréées. Alors ça, c'est, une autre subtilité. Elles suivent la loi, du 1er juillet 1901. Cependant,
elles sont comment dire ça? Il y a des, textes législatifs et réglementaires qui, s'ajoutent à la réglementation de base. Parce que globalement les associations agréées, ce sont des associations qui ont, un certain lien avec des ministères. Peut-être elles doivent avoir normalement un agrément reçu à un agrément de l'État justement ou d'une administration pour pouvoir exercer leur activité. Donc c'est pas juste une simple démarche qu'ils font, comme pour d'autres autres associations loi 1901, mais vraiment ils doivent avoir une sorte de laissez-passer quoi de l'État ou d'une ministère, d'une préfecture et ils peuvent exercer que pour, certaines activités, bien spécifiques, en tout cas cet agrément. Voilà. Et pour faire le topo, les associations qui doivent demander, enfin qui veulent demander, l'agrément, doivent répondre à 4 critères. Donc, un objet d'intérêt général, on reviendra un peu plus tard sur l'objet, en parlant des statuts. Heu, un mode de fonctionnement démocratique, là encore ça fait, c'est pour montrer à quel point c'est transparent sur la manière de prendre des décisions. Transparence financière, évidemment, vu que c'est, des associations qui sont liées à l'État, il faut qu'elles soient ultra clean et il faut que ces associations respectent, un contrat d'engagement républicain. Donc voilà et vraiment je tiens à le rappeler, c'est que les associations agréées sont liées à l'État via un des ministères. Donc généralement, vous allez avoir des associations agréées, en fonction de tel ou tel ministère. Donc par exemple, vous allez pas pouvoir avoir des associations agréées dans le domaine religieux. Donc c'est pas ça respecte pas le l'actuelle République française. C'est ça. Et pour donner un exemple assez simple, il y a pas mal d'associations de sport qui ont un agrément avec le ministère des Sports, justement. C'est pour ça que c'est vraiment pour vous donner une idée globale qu'une asso peut exister en plusieurs formes, mais que à partir du moment où elle va vouloir se concentrer sur une action précise ou si elle se situe dans un lieu précis, elle va devoir respecter un cadre juridique particulier. Et Est-ce bon, que du coup, si on veut faire une petite, comment vas-y, dirais-je? vas-y. Récapitulatif entre les 2 principaux, donc les associations d'utilité publique et les assos agréés, pour faire un petit tableau, qui récape tout, vite fait. Donc au niveau, par exemple, du niveau général, on parle plutôt une association agréée a plutôt un niveau plus petit, plus sectoriel, plutôt à une plus petite échelle qu'une association qui est d'utilité publique qui, elle, va généralement être sur le secteur national, voire peut-être parfois, un peu plus international. Pour ce qui est de l'autorité, bah, la première des associations agréées, ça sera plutôt elles dépendront de la préfecture et du ministère, par exemple. Celles d'utilité publique, c'est plus pas vraiment très, justement, plus le Conseil d'État et le gouvernement qui, à une échelle plus haute, qui vont plutôt, s'intéresser à ce genre d'assaut. Hem, oui, pour ce qui est, par exemple, au niveau de l'objectif, hein, encore une fois, c'est l'agréé, elle a un objectif, très fixe, exercer une activité qui est reconnue, heu et pour, ça peut être dans le sport, l'environnement ou autre, alors que celle d'utilité publique, évidemment, c'est, ben, l'intérêt public qui est qui est ciblé. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un cadre légal pour les DOM-TOM? Alors, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça rejoint plutôt le cadre, commun
Au niveau du fonctionnement des, associatifs, donc ils doivent juste respecter la loi 1901 et derrière, ils peuvent avoir les cadres d'agrément ou d'utilité publique ou junior. Bon, ils n'auront pas le cadre d'Alsace Moselle, hein, pour des raisons évidentes de localisation, mais voilà. En fait, principalement, la loi 1901 va vraiment s'impliquer dans les départements d'outre-mer, vu qu'effectivement, ils sont comme tout autre département français. Et après, ce que je sais, c'est que pour ce qui est de la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu plus, ils ont un peu, comme ils ont une autonomie juridique plus importante, euh, ils ont aussi certaines règles un peu locales, comme en Nouvelle-Calédonie, par exemple. La loi 1901 là-bas, elle est un tout petit peu modifiée. Je ne saurais pas dire exactement quoi, légalement parlant, mais elle est un peu différente de celle qu'on peut avoir sur le territoire métropolitain. Voilà. Voilà. Alors, on répète, une association peut exister toute seule, puis elle peut prendre une des autres, alors je vais la refaire. Une association peut exister à elle toute seule, et sinon elle peut prendre un des cadres particuliers qu'on vient de vous présenter, donc utilité publique, asso junior, asso agréé et asso situé en Alsace-Moselle. Voilà, voilà. On a été très rapide sur la présentation d'une association, parce qu'il faut savoir que une association, c'est unique en son genre. Je l'ai dit en début d'atelier, mais une association est difficile à présenter telle qu'elle, parce que il peut y avoir plein de formes différentes. Et c'est pourquoi on va plutôt parler des statuts, et on va plutôt parler des documents administratifs qui concernent les associations. Et juste avant ça, une petite parenthèse sur ce qui peut être fait aussi à l'international, parce que juste pour donner quelques petits exemples surtout concernant les ONG françaises. Par exemple, une association donc comme celles qui sont encadrées par la loi 1901 en France peuvent exister aussi partout dans le monde. Il n'y a pas forcément que la France qui a des associations, mais qui sont plus ou moins généralement basées sur un même enfin un même but. Plutôt la plupart des pays, les associations vont reposer sur des principes qui sont assez proches de ceux de la loi 1901, notamment le but non lucratif, euh, où les bénéfices ne sont pas redistribués, avec la liberté d'association, qui est un droit fondamental dans la quasi-totalité des démocraties. Euh, le fait qu'il y ait une organisation collective, hein, des membres, des dirigeants, des assemblées, etc., et un engagement bénévole important. C'est vraiment ce qui caractérise une association en elle-même, que ce soit en France ou à l'étranger. Euh, donc de manière générale, c'est vraiment défini comme des organisations poursuivant un objectif d'intérêt, pas forcément général, mais un objectif bien spécifique. Euh, le modèle français en lui-même n'est pas vraiment une exception, mais il s'inscrit dans un modèle international qui est quand même plus ou moins partagé. Mais si on peut trouver des différences principales avec ce qu'il peut y avoir en France, bien évidemment, le cadre juridique il change selon les pays. À l'étranger, on parle plus de charities que d'associations. Aux États-Unis, c'est plutôt des non-profit organizations. Et en Allemagne, on a plutôt des fondations. Je le dirais pas en allemand, je connais pas vraiment je parle pas vraiment allemand. Mais voilà, c'est des formes juridiques qui diffèrent et impliquent parfois un contrôle ou des règles différentes, notamment sur la fiscalité ou la gouvernance. Et justement, pour les assos internationales, comme les grosses les ONG, donc organisations non gouvernementales, elles sont souvent organisées en réseau donc, international avec une structure globale, plusieurs branches nationales et puis une coordination entre chaque branche et chaque pays. Prends l'exemple d'Amnesty International ou de MSF dont je vais parler un peu plus en détail plus tard, Médecins sans frontières.
Donc ça permet justement d'agir dans plusieurs pays, parfois au même moment, et de pouvoir mutualiser les ressources et d'avoir un impact beaucoup plus, important, et de faire beaucoup plus la différence sur le sujet dont cette ONG, veut combattre. Hem, donc bien évidemment, ça fait passer par un fonctionnement, beaucoup plus complexe et structuré que, Miasobi, encore une fois, hein, par exemple. Et par contre, ils ont des modes de financement un peu plus larges, donc je vais passer un peu vite dessus, mais hem, outre les dons, qu'ils peuvent, recevoir, ils ont aussi parfois, des subventions publiques de certains États ou l'Union européenne ou autres, et ils peuvent aussi faire des partenariats avec des entreprises et avoir des financements, internationaux, notamment via des banques internationales qui sont faites, pour. Et alors que les petites associations comme la nôtre encore dépendent plus des adhésions et de dons que les budgets importants, très importants et diversifiés que peuvent avoir une ONG. Et je donne l'exemple du coup d'une ONG française que la plupart des gens connaissent, hein, Médecins sans frontières, qui est, une association donc loi 1901, qui agit aujourd'hui dans le monde entier clairement. Elle fonctionne donc avec un réseau mondial, avec des sections nationales dans la plupart des pays, France, Belgique, ou autres, avec une coordination internationale, qui elle a été basée du coup, à Genève. Un peu comme la Croix-Rouge d'ailleurs qui dont le siège aussi est à Genève. Leur but étant de faire des interventions donc plus rapides en cas de crise humanitaire par exemple et d'avoir une structure plus spécialisée en termes de, comment dirais-je? Logistique, recherche médicale ou approvisionnement. Donc voilà. Donc les associations en gros, à l'international aussi, hein, c'est comme en France, repose sur la même base plus ou moins que celle qu'on peut trouver en loi 1901. Et la différence est plutôt au niveau juridique, organisationnel et financière, effectivement en fonction aussi de la taille de chaque association. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà pour moi en tout cas. Oui, et comme le disait Sugi, il y a des vraies différences au niveau administratif et juridique qui entourent ces associations, vu qu'elles agissent au niveau de plusieurs pays différents qui n'ont pas forcément les mêmes lois et les mêmes autorisations. C'est un casse-tête administratif que, même moi à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de me frotter. Très On bien. va vous l'épargner. Exactement, c'est un peu chiant. Et c'est pour ça qu'il y a des, personnes spécialisées, dans, tout ce qui est ONG et associations internationales. Mais voilà, sans plus, traîner sur, les associations à l'international, on va passer au statut. Et c'est là le plus gros de l'atelier, on va parler de tous les articles. Alors j'espère que vous voyez bien les textes à chaque fois. Si jamais vous ne voyez pas bien les images, heu, n'hésitez pas à aller voir les statuts de Niasobi. Donc, statuts, au jour du 21 février 2026, qui sont disponibles sur le site internet de niasobi.fr. Voilà, si jamais vous ne les avez pas si vous ne voyez pas bien le texte, vous pouvez quand même suivre et je préciserai bien les différents articles dont on parlera à chaque fois. Les statuts. Le document qui est le plus important, qui régit le fonctionnement d'une association. Les statuts définissent quelques éléments principaux et c'est après aux différents membres de cette association de, construire, derrière le fonctionnement et de donner des spécificités. Mais les statuts vont définir le cadre global et le cadre classique de ce qu'est une asso. On va commencer par les 4 premiers articles, donc les articles 1er, le 2e, 3e et 4e. Donc l'article 1er, c'est le nom.
j'espère que j'ai pas besoin de donner plus d'explications sur il faut qu'une association ait un nom pour vous assurer que elle puisse être reconnue au niveau des papiers et au niveau de l'administratif et sur différents documents. Le siège social, donc vous voyez qu'actuellement Niasobi se situe à Desvillers-les-Rouen. Euh, Très souvent, on indique la phrase supplémentaire que le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. Ça, c'est pour toute question de si jamais l'un des membres dirigeants déménage, tout simplement, que la démarche puisse se faire super rapidement et qu'on n'ait pas à se casser la tête sur oui, il faut réunir tous les adhérents le plus possible pour dire ouais, on va changer le siège social, tout simplement parce que sinon, nos dirigeants pourront plus recevoir les courriers qui concernent l'assaut. Donc voilà, c'est vraiment pour s'assurer que ce soit le plus simple possible. L'article 4, qui concerne la durée, de manière commune, il est indiqué que l'association est à durée illimitée, mais sachez qu'il existe aussi des associations. Je vais finir par raccourcir en asso, hein, désolé, mais dire association au bout de une trentaine de fois durant l'atelier, ça va commencer à très vite me les casser. Une asso a une durée illimitée de manière classique, mais elle peut aussi avoir une durée limitée dans le temps pour correspondre à un projet précis. J'ai absolument pas d'exemple en tête. Ça peut concerner par exemple des projets de convention qui, si elles sont organisées par plusieurs parties, ces parties peuvent décider de faire une association pour tout réunir en un seul endroit et que ce soit beaucoup moins compliqué niveau gestion administrative. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être sur une thématique précise, mais là encore, c'est vraiment les projets en eux-mêmes qui correspondent justement à la durée même du projet. Donc là-dessus, si vous avez un projet qui va durer dans le temps, mettez que l'association est à durée limitée. Sinon, vous mettez la durée que votre projet aura, sachant qu'il faut toujours inclure derrière la partie administrative qu'il faudra faire post-événement. Ça, c'est le petit conseil. N'oubliez pas qu'il y a un avant, pendant et après événement. Et enfin, l'article 2, l'objet de l'association. Les objets pour une association sont les éléments sur lesquels l'association va travailler et existe, et ce pourquoi elle existe. C'est les objectifs que l'association va mener. Concernant Niasobi, on est sur la représentation des créateurs et créatrices de contenu utilisant un avatar pour faire leur contenu sur Internet. Donc les fameux, j'allais dire les fameux VTubers, mais vous m'avez compris. L'aide sur les sujets concernant la création de contenu sous tous ces aspects, donc notamment à travers d'ateliers, comme aujourd'hui, et la création et l'organisation d'événements, qu'ils soient en ligne ou sur le terrain. Donc là, comme exemple, ça peut être soit les activités, soit par exemple ce que organise très souvent Plonk, c'est les festivals de Niasobi. Donc, dont normalement il y en a peut-être un demain sur le Sunday Chocolat Cooking, celui qui a été reporté week-end dernier. Le but même des objets d'une association, c'est de pouvoir dire, ok, cette asso, elle se concentre sur ses buts et elle va tout faire pour mettre en avant ou pour progresser dans ses buts. C'est pour ça que vous ne verrez jamais faire
un événement sportif qui n'a aucun lien avec les VTubers. C'est pour ça que vous ne verrez jamais non plus, comment dire? Proposer des ateliers de lecture à des enfants, si ça n'a aucun lien avec un VTuber. Du moment qu'on est là pour mettre en avant la communauté des VTubers, alors oui, ça c'est compris dans les objets de l'association et oui, on peut travailler autour. Il est important de noter également que la phrase «Cette association peut mettre en vente des objets représentant l'asso afin d'aider au financement des événements qu'elle organise». Ça, c'est une phrase pour dire si jamais l'asso fait du merch, on l'a indiqué, on n'a pas besoin de se casser la tête et c'est déjà prévu dans notre règlement, donc il n'y a pas besoin de se casser un peu plus et de se dire: «OK, il faut qu'on fasse, de nouvelles démarches administratives». Est-ce que pour ces 4 premiers articles, vous avez des questions ou des remarques à faire? Sugi, si tu veux dire quelque chose aussi, hésite pas. Non, en vrai, en plus, non, je pense que tu as déjà très, très bien expliqué le truc. Si vous pouvez aussi zoomer sur Discord, non, ça, c'était avant. Est-ce que ça se modifie facilement? Alors, pas vraiment, parce que c'est assez compliqué de enfin, ça dépend aussi de ce qui a été signé exactement, Siro, tu me diras, mais en général, il faut aussi pour modifier quelque chose dans le qui est dans les documents de l'arrêté de l'assaut, il faut vraiment passer par, une réunion complète du CA généralement. Bah, en fonction de bien évidemment ce qui a été mis dans la version, Siro, toi tu sauras dire exactement ce qui est le cas pour Niasobi. Ouais, de toute façon, j'en parlerai un peu plus tard, Mmh. mais pour faire le topo, le nom, ça va être très chiant parce qu'il faut faire des démarches administratives pour. Les objets de l'assaut, c'est très long parce qu'il faut faire des démarches administratives pour. Le siège social, pas du tout. Ça se modifie assez rapidement et après c'est ça se casse pas trop la tête. La durée, tu vas jamais vouloir la changer de manière, je suis à peu près certain de dire que si tu changes la durée d'une association, ça peut être encore plus chiant parce que ça donne un compte à rebours à ce que vous faites au niveau du projet. Donc c'est tr ça va dépendre, de quel article, quels sont les articles que vous allez vouloir changer. Mais il faut savoir que pour, changer les articles, il faut d'abord qu'ils soient acceptés, par les adhérents. On en parlera un petit peu plus tard et dès que c'est accepté par les adhérents, avec ou sans modification, il faut notifier de ces changements, sur le site du ministère. Il y a un site du gouvernement qui permet justement de faire toutes les déclarations en ligne. Heu, c'est, heu, c'est assez récent. Il faut savoir que, je crois il y a un peu plus de 20 ans, on ne pouvait pas faire, les démarches concernant les assos en ligne et qu'il fallait passer par la préfecture et qu'il fallait modifier ces documents en version papier. Donc, je vous dis pas à quel point c'était très long. Surtout que, ça passe, évidemment par tout ce qui est préfecture, traitement des dossiers, bref, une tannée. Donc pour répondre à la question, dépendant de l'article, mais très souvent ça va être, ça va nécessiter quand même plusieurs étapes. Bon, on a commencé par les articles évidents, ceux qui ne sont pas trop prises de tête parce qu'ils sont assez clairs et directs sur ce qu'ils, réglementent et sur quoi ils vont s'attaquer. Maintenant, on va passer à la partie suivante, les membres. Dans ce vocal, nous sommes presque tous membres. Saurez-vous me dire qui n'est pas membre? Le bot qui enregistre. Alors,
Raté, Spelloc, je suis membre de l'association. Heu, Tout à fait, Sugi, tu as raison, c'était le bot. L'asso se compose de membres. Il peut y avoir différents rôles, que ce soit les membres d'honneur, donc ce sont ils ont des spécificités, ils correspondent à quelque chose, c'est précisé, dans l'article 7. Les membres bienfaiteurs et les membres actifs ou adhérents. Dans ce vocal, à part le bot Craig, nous sommes tous adhérents de l'asso Niasobi. Raté pour toutes les personnes qui voulaient faire un putsch et prendre le pouvoir à ma place. Je suis navré. C'est pas intéressant, je vous le dis dès maintenant. Il y a trop de responsabilités. Faut pas dire ça tout de suite, t'inquiète pas. Faut pas les effrayer tout de suite. Non. C'est vrai, mais il faut pas le dire tout de suite, quoi. Donc, quand dans l'article 5, on précise si c'est une personne physique ou morale, c'est tout simplement parce qu'il existe deux catégories de personnes. Une personne qui... la personne, c'est toi. Donc là, c'est la personne physique. Tu te représentes et tu as une existence propre, légale, et tu as un fonctionnement solitaire. Et il y a les personnes morales, les personnes qui représentent des structures, des groupes, d'autres assos, bref, différentes structures juridiques qui justement peuvent être aussi représentants dans une association. À l'heure actuelle, je suis une personne physique parce que je me représente en tant que moi-même Siro, mais je suis également une personne morale, car si jamais demain ou dans les prochains jours je devais aller au tribunal, je représenterai l'association Niasobi. C'est vraiment se dire que il y a plusieurs statuts juridiques. C'est toujours très complexe, mais vous inquiétez pas, très souvent vous n'aurez pas à interagir avec toutes ces complexités. Juste, de base, on a voulu prévoir au maximum pour s'assurer que on ait le moins possible à changer les statuts de l'assaut après. Donc, l'article 5 va donner la composition des membres pouvant exister dans l'assaut. L'article 7 va donner la définition des différents types de membres qui composent l'assaut. Donc vous avez les membres actifs, donc les adhérents, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement la somme indiquée dans le règlement intérieur. C'est votre cotisation. Vous avez tous et toutes payé pour faire partie de Niasobi. Nous avons les membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association. Donc vraiment, eux, c'est s'ils ont aidé l'association d'une quelconque manière qui est suffisamment importante pour le signaler, pour le noter, ils peuvent être dispensés de cotisation, mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas voter aux assemblées, ni se présenter dans les CA, mais ils peuvent tout de même donner leur opinion. Je vais donner un exemple simple. Si d'ici quelques années, je ne serai plus forcément présent en tant que président de l'association Niasobi, mais il se peut que les futurs membres du CA décident de dire, vu que ça a été un membre fondateur, on va lui donner le rôle de membre d'honneur pour justement qu'il puisse rester dans l'association et qu'il puisse nous aider si jamais on a des questions. C'est c'est un des cas possibles. D'ailleurs, sachez que je vais juste terminer sur l'article 7 et après on reviendra un petit peu plus sur les différents types de membres. Et enfin, il y a aussi les membres bienfaiteurs qui sont des personnes qui ont versé la cotisation annuelle et qui ont versé plus d'argent à côté.
Donc là-dessus, c'est juste leur donner un petit rôle supplémentaire. Enfin, c'est juste pour dire cette personne a donné beaucoup pour intégrer une Yasobi. On a eu des cas où des personnes ont donné 50 € pour leur cotisation, des personnes qui ont donné une centaine d'euros. Bref, ça fonctionne autant qu'une personne qui a donné 20 € ou 15 euros. Il n'y a pas de différence notable entre membres actifs et membres bienfaiteurs. C'est juste, s'ils ils ont pu donner un peu plus, et pour ça, on les remercie. Petite précision supplémentaire, toute cotisation payée ne sera pas remboursée. Je suis désolé pour ceux et celles qui voulaient quitter l'assaut avant la fin de l'année. Vous avez payé, c'est trop tard. Vous êtes lié à Niasobi pour l'année en cours. Pour le reste de votre vie aussi. Mais bon. Tant que l'assaut existe, vous êtes lié à Niasobi. Voilà. Vous Pour n'avez pas dire le ça, choix. voilà, c'est le choix, on vous le donne pas forcément. On est très sympathique, mais c'est contrat ad vitam aeternam. Alors, ce qu'on a présenté ici en termes de composition, donc les membres d'honneur, bienfaiteurs et les adhérents, c'est ce qui se fait très souvent au sein des associations, mais ce ne sont pas les seuls rôles possibles. Il y a plein d'autres rôles qui peuvent exister et vous pouvez aussi créer des rôles spécifiques pour des membres s'ils ont des statuts particuliers ou s'ils ont une action très concrète au sein de l'asso, ça peut exister. Vous pouvez vous renseigner sur internet pour savoir un petit peu ce qui existe en tant que membre, les différents types de membres. Cependant, je vais pas vous mentir, c'est comme les associations, c'est au bon gré, c'est un petit peu au bon gré de chacun et chacune. Il faut juste vous assurer de bien le décrire après dans vos statuts, dans l'article 7. Si vous avez des questions là encore, n'hésitez pas. Sugi, si tu veux dire quelque chose en plus là-dessus, n'hésite pas. J'allais justement te dire pouvait y avoir quelques rôles en plus différents, mais tu l'as dit, donc c'est tout. Voilà. Tac, tac, tac. Il n'y a pas plus de choses à dire. Là encore, c'est assez clair, même si là on rentre dans la définition même de ce qu'est un membre, de ce qu'est un adhérent et de qui compose cet assaut. Pas plus de choses à dire. On va pouvoir passer à la suite. L'admission et la radiation. Si vous pouvez, une asso doit obligatoirement autoriser les personnes à rentrer dans l'assaut sous couvert qu'ils définissent un modèle précis pour l'admission. Dans le cas de Niasobi, par exemple, une personne qui a 15 ans ne peut pas adhérer à l'association. On donne une limite d'âge pour adhérer à l'asso. On donne aussi une indication, toute personne qui ont entre 16 et 18 ans doivent fournir une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. C'est pour nous assurer que ce soit pas une action prise à l'encontre des tuteurs légaux et que derrière, il y a bien prise de conscience qu'ils vont s'impliquer dans une asso. Donc voilà. Dans le cadre de Niasobi, il faut déposer une candidature auprès du conseil d'administration qui est renseigné dans le règlement intérieur. La candidature qui est indiquée dans cet article pour Niasobi, c'est le formulaire d'inscription, où nous allons demander le nom-prénom, la date de naissance, le pseudo
et c'est tout. On ne demande pas plus d'infos parce que contrairement à pas mal d'assauts, on respecte la réglementation RGPD, la réglementation qui protège vos données sur Internet. Là-dessus, l'admission d'un membre ne peut pas être, enfin, on ne peut pas refuser l'admission d'un membre si c'est des distinctions discriminatoires, que ce soit le sexe, que ce soit la race, que ce soit la mouvance politique. On ne peut pas, il y a plein de critères sur lesquels on ne peut pas refuser une personne. Cependant, on peut en discuter et on a les statuts qui nous protègent juridiquement si jamais un jour on refuse quelqu'un parce qu'il a tenu des propos très graves sur Internet. Là, je prends vraiment le cas qui pourrait tomber le plus souvent pour Niasobi. S'il a tenu des propos très graves sur Internet, dans ce cas-là, on pourrait refuser ses propos, on lui expliquerait la raison. Et dans ce cas-là, c'est pas une distinction discriminatoire en fonction de qui il est, mais en fonction d'actions qu'il a entreprises de son côté. Et dans ce cas-là, oui, c'est possible de refuser une admission. Vous pouvez être membre de Niasobi, mais on peut vous virer aussi de Niasobi. Si par exemple, vous décidez de démissionner, c'est-à-dire vous dites à un membre du CA je suis désolé, j'ai plus envie de rester dans Niasobi, j'ai envie de partir. Ok, ça nous rendra très triste, mais on ne pourra pas vous refuser. Le décès, car faut pas croire, mais il faut prendre en compte si quelqu'un de l'association de l'asso meurt un jour, il va pas rester adhérent même après sa mort. Il y a quand même une limite, surtout que ça peut fausser un petit peu la Statistique. non, pas la statistique, c'était vraiment ça peut fausser l'aspect légal de l'asso. Ouais. Si par exemple demain je meurs, si on n'avait pas inclus cette clause de décès dans les statuts, même mort, je resterai président. Ce qui, pour de nombreux aspects juridiques et légaux, c'est foireux. C'est pour ça qu'il faut inclure aussi la cause de décès. Et en plus de la démission volontaire et du décès, il y a aussi la radiation. Donc soit vous n'avez pas payé la cotisation après plusieurs relances, que vous avez été inclus au sein de l'association au départ, ou que il y a un motif très grave qui est indiqué dans le règlement intérieur et qu'il y a eu discussion avec le conseil d'administration. Si l'explication fournie n'est pas suffisante, alors on peut décider de vous radier de l'association. Et dans ce cas-là, c'est vraiment t'as fait une connerie, on ne peut pas cautionner ça, tu pars de l'asso. Et on a indiqué, on parlera pas plus en détail du règlement intérieur. Vous êtes censé aussi l'avoir lu, hein, je tiens à le redire. Le règlement intérieur, tous les adhérents sont censés l'avoir lu. Il est aussi disponible sur internet, sur le site de Niasobi. Donc si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à vous y reporter. Tout membre sortant ne pourra être remboursé de la somme versée en guise d'admission ou de dotation. Si vous avez donné des sous lors de votre inscription pour adhérer ou que vous avez fait un don plutôt conséquent et qu'au bout d'un moment vous décidez de partir, vous avez fait don de cet argent, vous avez donné cet argent pour accéder à des propositions d'activité ou à une structure, vous ne pourrez pas récupérer cet argent. Sachez qu'il existe des assos où
cette phrase, est modifiée, en disant justement qu'il y a possibilité de rembourser une partie, mais il faut avoir un suivi très régulier, des adhérents et de savoir depuis quand ils sont adhérents et combien de temps ils sont restés adhérents. Bref, tout un calcul pour savoir, le pourcentage. Nous, on s'est dit: «On va pas faire on va faire dans le simple. Si vous partez, on garde quand même l'argent». Est-ce qu'il y a une question? Là, je serais pas si vous avez des questions au niveau de de l'admission ou de la radiation, n'hésitez pas à la poser parce que, je sais qu'il peut y avoir des subtilités aussi, au niveau de la compréhension de ce qui se dit. En attendant, Sugui, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Faites en sorte qu'on vous fasse une paradis et devenir zombie et respecter le règlement intérieur. Voilà. C'est clair, c'est net, faites pas les cons. Mmh. Donc, derrière, peut y avoir, d'autres ajouts dans, la partie admission ou radiation. Peut y avoir plus de critères, on vous conseille pas d'en mettre moins. Heu, Au niveau de la forme, oui, je vous le conseille, effectivement, parce que, au niveau radiation, ça va être quasiment la base de ce qui est proposé. Si vous peut y avoir des critères supplémentaires, mais vraiment les 3 les 3 conditions qu'on a évoquées sont les conditions les plus, qu'on retrouve le plus souvent dans les statuts associatifs et la partie admission, là, c'est à vous de voir. Vraiment, c'est à vous de voir, mais nous, on s'assure de faire quand même un petit contrôle, à l'entrée pour savoir si vous n'avez pas dit des propos, qui ne respectent pas notre réglementation, notre règlement intérieur. Donc c'est à vous de voir. Au niveau admission, ça peut être un peu plus, permissif. Au niveau radiation, je vous le conseille pas. De toute Faudrait façon, sur Ah, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais je disais surtout que dans le règlement intérieur, faut aussi bien spécifier, qu'est-ce qui pourrait déclencher une radiation aussi. Sinon, c'est dommage de se référer au règlement intérieur et de dire: «Bah, en fait, dans le règlement, il y a rien qui dit que tu peux être radié parce que tu as eu tel ou tel comportement ou autre». Donc faut aussi bien spécifier ça. C'est ça. De toute façon, à la fin de cet atelier, on vous donnera aussi accès, on vous donnera les liens sur lesquels vous pouvez, retrouver les modèles types, pour les statuts d'une association, où vous pouvez faire les démarches administratives pour, heu, enfin pour, justement pour, faire la demande au niveau administratif de la création de votre asso. On vous donnera tous les liens à la fin. Je pense que de toute façon, on a à peu près tous les mêmes liens, au niveau de tout ce qui est, gouvernement et administration, autour de des assos, parce que ce sont des liens qui sont très utilisés. S'il n'y a pas plus de choses à dire, on va pouvoir passer à la suite et là, ça va concerner l'argent. L'argent, le nerf de la guerre, sans quoi on ne pourrait pas faire d'activité, c'est super réglementé. Sachez qu'on ne peut pas créer une asso si on est tout seul. Il faut au moins 2 personnes pour s'assurer qu'il n'y ait pas que ce ne soit pas une association fictive et que derrière les gens se barrent avec de l'argent qu'ils aient, obtenu à partir de subventions ou autres. Il faut au moins 2 personnes bien identifiées pour dire: «Cet asso est légal, regardez, il y a au moins 2 personnes existantes qui sont différentes». Au sein de l'asso, c'est, heu, Haru qui s'en occupe, donc Haru Funa qui, s'occupe de toute la partie trésorerie et qui a aussi, quelques responsabilités à ce niveau-là.
3 articles vont concerner, l'argent pour l'assaut. L'article 10 qui va lister les différentes ressources qui peuvent être obtenues par l'assaut. Donc le montant des cotisations, subventions, les partenariats, les sommes obtenues après avoir participé à des événements auxquels l'assaut participe ou que l'assaut a créé, la vente de produits dérivés, physiques ou numériques, et toutes les ressources autorisées par les lois et réglementations en vigueur. Là, c'est globalement la phrase pour dire on a mis les principales ressources que l'assaut devrait recevoir. Si jamais on a oublié, vous inquiétez pas, on a une phrase pour dire qu'on n'a pas oublié. Juste, c'est notre joker. À tout moment, les membres de l'association peuvent aller demander à Haru où en est la trésorerie. C'est pas une blague, c'est indiqué dans nos statuts, on est obligé de s'y réglementer. C'est pour ça aussi qu'on présente la trésorerie à chaque assemblée générale qu'on fait, pour montrer à tous les adhérents présents où on en est un petit peu au niveau de l'argent. Donc ça, c'était l'article 10. L'article 15 concerne les indemnités. Ça, c'est tout ce qui va être remboursement quand vous participez à un événement pour Niasobi. Notamment, dans le cadre de Niasobi, l'exemple le plus concret, c'est les dépenses que vous allez faire lors des conventions. On a donné des cadres précis dans le règlement intérieur, mais l'indiquer dans les statuts qu'on autorise les remboursements s'il y a des adhérents qui viennent aider l'assaut, c'est prévu. Mais on est obligé de s'y tenir. C'est pour ça que si on vous court après une convention pour vous dire donne les papiers et les documents qu'il faut pour qu'on te rembourse, c'est parce que c'est prévu dans le cadre de nos statuts et qu'on est obligé de s'y tenir. Voilà. Et il y a les différentes. Il y a besoin d'avoir un justificatif pour qu'on puisse vous rembourser. On peut pas vous rembourser sur tiens, oui, j'ai payé 50 € pour tel truc. Il est où ton justificatif? Dommage, j'en ai pas. Si vous n'avez pas de justificatif, on ne peut pas vous rembourser. Parce que ce serait vous rembourser que sur la valeur que de votre parole. Vous pouvez être la personne la plus honnête du monde. Nous, on a besoin d'avoir des traces écrites ou des traces visuelles du paiement et du montant exact. Donc ça, c'était l'article 15. Et l'article 18, les libéralités. Ça, c'est globalement, si on reçoit des subventions ou des dons, il faut qu'à tout moment, on puisse nous demander, l'administration peut nous demander des registres et des pièces de comptabilité pour s'assurer que la subvention a bien été utilisée pour tel ou tel projet. Sachez que cet article 18, vous pouvez ne pas l'indiquer dans vos statuts. Les préfectures ne vont pas faire très souvent gaffe. Cependant, je vous conseille très fortement de l'inclure dans vos statuts si jamais vous comptez recevoir de l'argent venant de l'État ou des collectivités. Si vous comptez recevoir des subventions, mettez cet article. Et vraiment, faites en sorte d'avoir une trésorerie clean as fuck. Parce que sinon, je vous dis pas le nombre de problèmes que ça peut engendrer. Il faut savoir que on peut être responsable de tout problème de trésorerie sur 5 ans après avoir terminé notre poste au sein d'une asso. Par exemple, si en juillet, je ne suis plus président de l'asso, je serai quand même tenu responsable pendant 5 ans de tout ce qui s'est passé sur la période où j'ai été président. Même chose pour Haru.
Et s'il y a des problèmes sur si au bout de 10-15 ans, on se rend compte qu'il y a eu des problèmes au niveau de la gestion de la trésorerie, mais que on s'en est aperçu que récemment, on peut être quand même tenu engagé. Notre, notre responsabilité peut quand même être engagée. Il y a une durée limite, hein, bien sûr, à tout ça. C'est au bout d'un moment, si au bout de 20 ans, il y a eu une connerie au sein de l'asso, mais que pendant ces 20 ans, personne n'a jamais rien remarqué, on va pas, malheureusement, on peut pas venir vous rechercher 20 ans plus tard. C'est tant pis, c'est pas de bol, c'est comme ça. Mais assurez-vous d'avoir le, la trésorerie la plus complète possible. Est-ce que vous avez des questions? Pendant que si vous avez des questions et que vous les mettez sur le texte, Sugi, si tu veux rajouter des choses aussi au niveau trésorerie, n'hésite pas. Oui, enfin, c'est juste pour dire qu'il y a une limite qui est quand même importante, c'est que bah, ça doit être réinvesti, enfin, l'argent qui est mis notamment en fonction des merch qui sont vendus, toutes les ressources que l'association a, bah, légalement, doivent être réinvesties sans enrichir les membres. Hein. Ça doit être réinvesti pour les bénéfices de l'objectif de l'association. Vous pouvez pas investir avec, même si c'est pour l'association, par exemple. Voilà. On peut pas partir en bourse et investir de l'argent de Niasobi. Non, euh, il faut qu'on utilise l'argent de l'asso pour les activités de l'asso. Est-ce qu'on peut employer des gens dont c'est le métier pour gérer la trésorerie? Vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faut l'indiquer clairement que c'est une personne qui est payée par l'asso. Et je vais pas te mentir, là ça touche plus dans la dans tout ce qui est taxes et impôts pour la gestion de personnes que tu payes. Il y a quand même, faudra payer. Et comme il faut payer de manière régulière, ça va être compliqué. Mais on peut sinon engager des personnes pour ça. Tac. D'autres questions? Juste une petite précision en plus sur ce qui vient d'être dit, ben, j'ai fait une petite recherche en parallèle. Apparemment, c'est possible, mais comme disait dans les cas très encadrés, il faut que ça reste une somme raisonnable et que le statut justement prévoit que tu puisses embaucher quelqu'un littéralement. Et tout que, enfin, faut que ça ne remette pas en cause le caractère qui reste non lucratif d'une association généralement. Et pas dire que tu peux pas commencer à faire du bénéfice juste parce que bah, tu as des employés du coup. L'association peut être requalifiée s'il y a une rémunération qui est trop excessive, par exemple, peut être requalifiée en plus une structure lucrative et donc elle perd son statut d'asso. Quoi. Voilà. Sachez aussi qu'il y a plusieurs cas possibles où vous ne pouvez pas être trésorier d'une asso. Si vous êtes mineur, si vous êtes sous tutelle, si vous êtes interdit bancaire, si vous êtes agent public, déclaré en faillite personnelle, si vous êtes militaire, sachez que si vous êtes militaire, vous pouvez être trésorier, mais à titre accessoire, suivant deux conditions. Que ça ne porte pas atteinte aux intérêts du service public
et que ça soit compatible avec les obligations propres aux militaires. Vous êtes député ou sénateur ou que vous êtes commissaire aux comptes, vous ne pouvez pas gérer, la trésorerie d'une asso. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait plus de cas que, les personnes mineures et les interdits bancaires. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de cadres possibles qui ne pouvaient pas être trésoriers. Comme quoi, même nous, on en découvre. Ouais. Après aussi, si vous pouvez être trésorier, hein, mais si vous savez que vous aimez pas les calculs, vous aimez pas les fichiers Excel et que vous avez du mal en général, il peut y avoir des gens qui ont du mal à compter et qui, voilà, qui sont pas très à l'aise avec la gestion de l'argent en général, mieux vaut pas vraiment se présenter en tout cas, pour une gestion financière. Ouais, alors, ça, je vais en parler, c'est un cas qui, m'est arrivé cette année justement. Mmh mh. J'ai quelqu'un qui, au sein de l'asso étudiante où je suis, Mmh. s'est proposé en tant que co-trésorière de l'asso. Problème, cette personne est dyscalculique. Donc tout ce qui est gestion des chiffres, c'est compliqué. Cependant, bien sûr, on ne peut pas refuser quelqu'un sur, du bénévolat. Juste assurez-vous d'avoir les bonnes compétences pour ça, s'il vous plaît. C'est, je vous aime bien, mais, faites gaffe quand même à, faites gaffe s'il vous plaît, si vous avez du mal avec les chiffres, comprenez que la trésorerie, il faut avoir, vraiment, un un suivi très spécifique et très précis là-dessus. D'autres questions là-dessus? Sinon, on va pouvoir passer à la suite. Tac, tac, tac. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite et nous allons parler des assemblées générales. L'assemblée générale est, le moment où on réunit tous les adhérents, ou le plus possible. C'est le moment où on va indiquer, à tout le monde ce qui se passe, comment l'association se porte et on peut indiquer, divers éléments. C'est les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Les assemblées générales ordinaires, c'est pour traiter de tout sujet qui va toucher aux activités, qui va toucher à ce qui peut se passer au sein de l'asso, bref, des sujets mondains. Et quand je dis ça, je parle, vraiment de ce qui peut de ce qui peut se passer en termes d'activités ou de changements, minimes qui concernent l'asso. On a, un ordre précis. Par exemple, il faut que, on fasse au moins chaque année une AG. Heu, Dans le cadre de Niasobi, on a indiqué qu'elle peut se faire de manière physique ou à l'aide d'outils numériques. Sans ça, on ne pouvait pas faire d'AG, sur Discord. Et sachant que l'association vit à travers le numérique, si on n'avait pas cette option, on tenait pas un an. Ou en tout cas, on n'était pas légaux au bout d'un an. On est obligé de vous faire le rappel, heu, 15 jours avant la date de l'AG et il y a l'ordre du jour dessus. L'ordre du jour, c'est vraiment les sujets qui vont être traités, durant l'assemblée générale. Il y a une façon de procéder durant les AG, donc assemblée générale, AG pour simplifier, où, le président, assisté des membres du conseil, va,
va mener la séance. Le trésorier ou la trésorière indique où en est la trésorerie. Durant l'assemblée générale, on peut fixer le montant des cotisations annuelles. Je crois qu'on l'avait fait l'année dernière justement au mois de juin, où on avait fait l'assemblée générale pour décider si oui ou non on restait sur les sommes des cotisations actuelles. Les ordres du jour sont les seuls qui peuvent être abordés durant une AG. Si ce n'est pas indiqué, dans ce cas-là, c'est pas possible. Il faudra attendre l'AG suivante pour en parler. S'il doit y avoir une prise de décision, ça se fait à la majorité plus 1 des voix des membres présents ou représentés. Donc chaque adhérent ou bienfaiteur de l'assaut possède une voix. Et si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez donner... j'ai jamais le terme. Vous pouvez donner votre voix à quelqu'un pour qu'il puisse voter à votre place. Procuration. Procuration, merci. À chaque fois, j'oublie le terme. On doit s'assurer le conseil d'administration doit s'assurer bien sûr que tous les membres présents peuvent voter. Et après, on fait le suivi on fait le suivi classique de l'assemblée générale. Si on a des membres sortants au conseil d'administration, après l'ordre du jour, les membres sont renouvelés. Et dès qu'une décision est prise en assemblée générale, elle s'impose à tous les membres, y compris les absents ou les représentés. Si par exemple, il y a eu des adhérents absents qui n'ont pas pu voter pour une décision prise en assemblée générale, ils ont été prévenus en avance, ils n'ont pas pu participer, ils pouvaient être représentés, ils n'ont pas choisi d'être représentés, c'est tant pis pour eux. Ils sont obligés d'accepter la décision qui a été prise durant cette AG. C'est bien pour ça que c'est important d'être présent en AG si jamais il y a un vote important et que vous ne vous tenez pas au courant, bah derrière vous êtes un petit peu obligé de vous y tenir. Donc ça, c'était les AG ordinaires. Les AG extraordinaires, c'est autre chose. Ça intervient sur des cas très précis ou sur demande de la moitié plus 1 des membres inscrits. Si par exemple on devait tenir une AG extraordinaire aujourd'hui, il faudrait que à peu près 97 ou 98 adhérents en fassent la demande. Et dans ce cas-là, le président annonce qu'il y aura une assemblée générale extraordinaire. Et ça va concerner soit la modification de statut, soit la dissolution de l'assaut, soit l'achat d'immeubles pour l'assaut, soit la radiation d'un des membres du conseil d'administration. Dans le reste du fonctionnement, c'est pareil que pour les assemblées et que pour les AG ordinaires. Comment vous êtes convoqué, qui peut être présent, comment ça va se dérouler, si vous pouvez être représenté ou pas. Et les délibérations sont prises aux 2/3 des membres présents. Donc c'est-à-dire que s'il y a une décision à prendre, là ça va pas être la moitié plus 1, là ça va être vraiment les 2/3. Notamment sur tout ce qui va être le radiation d'un des membres du conseil d'administration. Si jamais demain vous décidez de me virer, tout simplement, il faut que sur les membres présents, les 2/3 disent oui, on ne veut plus de Siro en tant que président. Sinon, la décision sera considérée comme caduque. Sugi, si tu as des précisions à apporter, n'hésite pas. Sinon, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Non, sur ça, à part que
c'est quand même important, du coup, vous voyez, de participer à ce genre d'AG, extraordinaire ou pas, parce que c'est des décisions qui vont quand même impacter l'association, le futur de l'asso. Donc, là, si vous vous voyez encore un certain temps, en tout cas dans Niasobi, bah, n'hésitez pas à participer dès qu'il y a des AG, parce que votre voix compte. Voilà. Exactement. C'est vraiment important là-dessus parce que ça montre à quel point vous êtes actif au sein de l'asso et à quel point vous êtes impliqué dans l'asso. Mais si vous ne suivez pas ce qui s'y passe pendant les AG, et bah tant pis en fait. Les décisions continueront sans que vous puissiez apporter votre voix. Euh, je ne vois pas de questions, donc on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, les organes décisionnaires, aka le conseil d'administration ou CA et le bureau. Alors, niveau explication, ça va être plutôt rapide. Conseil d'administration, dans cet article 13, vous indiquez le nombre de personnes que vous voulez dans un conseil d'administration au sein de votre asso. Vous indiquez la durée pour laquelle ils sont élus. Vous indiquez comment ils sont renouvelés. Donc, dans le cadre de Niasobi, le CA est renouvelé tous les 2 ans dans son intégralité. Si jamais on part en vacances, on doit élire provisoirement des membres qui nous remplaceront. Il faut qu'on se réunisse au moins une fois tous les 6 mois, soit sur convocation du président, soit à la demande du quart de ses membres. Décision prise à la majorité des voix. Si jamais il y a un équilibre, c'est 50-50 sur une décision à prendre, la voix du président vaut double. Et si un membre du conseil n'a pas assisté à 3 réunions consécutives, il sera considéré comme démissionnaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour dire le CA, le conseil d'administration, il y a tant de membres, pour combien de temps il faut qu'ils soient présents. Si jamais ils ne sont pas présents, ils dégagent. C'est tout. Ensuite, le bureau. Le bureau, c'est le conseil dans le conseil. En fait, le bureau, comme défini dans l'article 14, ça va être utile pour plusieurs choses. Mais la première, ça va être utile pour, au niveau des demandes administratives, on va avoir besoin d'au moins un ou une présidente qui va représenter l'asso de manière légale et de manière morale, le ou la trésorière qui va représenter l'asso de manière financière. On peut avoir ou non une secrétaire. Vraiment, président et trésorier, c'est les rôles clés et c'est les rôles sur lesquels vous ne pouvez pas lancer d'assaut. Le reste, c'est en fonction de vos envies. Et vous pouvez avoir ou non un ou une secrétaire adjoint, un ou une trésorière adjoint. Les fonctions des présidents et trésoriers ne sont pas cumulables. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut que ce soit 2 personnes bien précises. Et fonctions, attributions et pouvoirs respectifs sont définis dans le règlement intérieur de l'asso. Il ne faut pas définir ce que fait un président, une secrétaire ou un secrétaire, un ou une trésorier dans les statuts d'une asso. Parce que si jamais vous avez un adhérent qui est très chiant
au niveau juridique et que vous ne respectez pas, vous faites un petit peu plus ou un petit peu moins que ce que vous avez indiqué dans les statuts de votre asso, alors cet adhérent peut très bien dire oh là là, cette association, elle n'est pas légale. Regardez, cette personne ne fait pas exactement les tâches qui sont indiquées dans les statuts. J'ai connu une situation de putsch comme ça il y a fort longtemps, quand j'étais encore étudiant dans une ancienne formation, où justement il y avait eu des problèmes au niveau des papiers administratifs et c'était un tel bordel que ça rendait un petit peu le truc caduc. Voilà. Donc ça a vraiment un intérêt particulier que vous indiquiez le global dans vos statuts, mais pas les points les plus précis. Comme ça, derrière, vous avez un petit peu de marge de manœuvre. Là-dessus, rien de plus à dire. C'est là encore très clair, pas besoin de plus de précision là-dessus. Sugi, si tu veux te Il y si a Shiramatsu qui te demande qu'est-ce que tu entends par global? ce que j'entends par global, c'est vraiment dire, vous indiquez le moule dans lequel votre assaut va aller. Mais si par exemple, votre moule, il doit avoir à l'intérieur des couleurs bien précises, ça, il faut pas l'indiquer. Vous indiquez juste la forme juridique dans laquelle fonctionne votre assaut. Je ne sais pas si j'ai réussi à être suffisamment clair sur l'explication. C'est vraiment être suffisamment clair pour dire il y a tel rôle au sein du CA, tel rôle au sein du bureau, mais derrière ne pas indiquer les actions précises pour s'assurer que si à un moment ou un autre, telle ou telle personne doit faire un peu plus ou un peu moins, euh, ça ne rentre pas en conflit avec ce qui est indiqué dans les statuts. Exemple pour le président, mais on n'indique pas ses actions au sein de la somme, mais juste son rôle. C'est ça, exactement. On indique bien qu'il y a un président au sein de l'assaut, mais ça va être dans le règlement intérieur où on va savoir exactement ce que fait le président. Parce que comme ça peut être changé plus facilement. Si jamais son rôle doit évoluer dans le futur, ça peut évoluer ça va évoluer plus facilement en étant inscrit dans le règlement intérieur que dans les statuts. Parce que dans les statuts, ça nécessiterait de faire la, la demande auprès de l'administration pour dire regardez, on a modifié les statuts uniquement pour ce rôle-là. C'est pas très utile. C'est vraiment pour s'éviter un maximum de paperasse administrative qui serait plus redondante qu'autre chose. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions, les Zermil, Griffin, Maxou? Si si vous avez la moindre question, n'hésitez pas non plus à participer, hein. Bien sûr.
à la toute fin. OK. C'est un peu J'aimerais bien. Ok, ça va. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite. mmh, Normalement, la suite, c'est les articles annexes. mmh, Alors, pour ces articles, je ne savais pas franchement où les mettre parce qu'ils sont un peu, ils concernent l'assaut, mais en même temps, bah, s'ils sont pas présents, c'est pas si grave que ça. Par exemple, pour l'affiliation, c'est dire, si, mon asso, je la construis parce que ça va être une antenne locale d'une asso qui existe au national, il faut que je le précise. Sinon, bah, vous avez pas besoin de le préciser et à tout moment, vous pouvez adhérer à d'autres associations, où vous regroupez, ou regrouper l'asso pour, faire un fonctionnement commun et dans ce cas-là, bah, c'est ce qu'on appelle une affiliation. Là-dessus, c'est vraiment juste ça va vraiment plus concerner les assos qui ont un sujet un tant soit peu politique. C'est vraiment plus une affiliation, c'est vraiment plus pour les assos soit politiques, soit pour des assos, sportives, soit des assos qui, découlent d'une asso na niasso pas d'une asso nationale, mais d'une asso nationale. Pas la même chose. Et l'article 16, règlement intérieur, c'est pour dire: «Oui, il y a un règlement intérieur, au sein de l'asso. Si on n'a pas indiqué des trucs dans les statuts, c'est probablement parce que c'est indiqué, dans, le règlement intérieur» et c'est pour dire, ce sera beaucoup plus facile pour gérer ça dans le règlement intérieur que dans les statuts. Mais ce sont des articles, si vous les mettez au bout d'une heure, 1 heure et demie, ça devient compliqué. Si vous ne mettez pas ces articles-là dans les statuts de votre asso, c'est pas si grave. C'est un peu les articles où, là, vous aurez le moins de problèmes possible. C'est pas grave. C'est juste, si c'est présent, tant mieux. Si c'est pas présent, bah, tant pis. Vous pouvez faire sans. Je vois vraiment rien d'autre à dire mmh. là-dessus. Sugi, Ouais, si tu vraiment, j'ai j'ai je même pas sèche. une 4 phrases à dire dessus, j'ai rien. Voilà, c'est un peu vide là-dessus. Juste respecter le règlement intérieur, quoi. Voilà et lisez-le, Ouais, tout si bête. vous pouvez. On considère que toute personne qui a adhéré à l'assaut a lu les statuts et a lu le règlement intérieur. D'ailleurs, vous avez même coché une case quand vous avez fait le formulaire pour dire que vous avez lu les statuts et que vous avez lu le règlement intérieur. Donc, si jamais on vous surprend à ne pas respecter le règlement intérieur ou les statuts, on pourra vous frapper en toute impunité. On va passer à la suite, pas grand-chose à dire là-dessus. On va terminer cet atelier sur l'article 17, la dissolution. Une association peut exister pendant un temps indéfini. Elle peut même rentrer en hibernation s'il y a peu ou pas d'activité. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'activité et que l'association n'a aucune raison d'exister pour la suite, dans ce cas-là, le bureau, le CA ou tout organe décisionnaire peut annoncer la dissolution de l'asso. Et dans ce cas-là, il faut nommer des personnes qui seront en charge de dispatcher un petit peu les ressources que possédait l'assaut. En fonction, c'est très souvent indiqué dans l'article 17, mais si l'assaut a des ressources et qu'elle doit être dissoute,
Vous allez regarder s'il y a d'autres assos existantes qui ont des objectifs similaires, proches ou avec un petit peu fonctionnement. Avec un fonctionnement avec des buts pas très loin. Pour ceux qui se souviennent, il y avait l'association. Je vais pas dire de bêtises. Je vais les rechecker très vite. Attendez un instant. Tic, 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 tic. C'est pas sur ce compte-là, ça va être sur un autre. Là, c'est vraiment pour éviter de dire des bêtises. Putain, pourquoi je vérifie à partir de ça? Je peux vérifier aussi là-dessus. C'était l'association Horizon. Pour ceux et celles qui se souviennent de ça, l'association Horizon était une association créée par Suika Litchi, qui voulait fonctionner en tant qu'agence pour VTubers en France. Elle a eu pas mal d'adhésions, il y a eu une période d'activité. Cependant, l'association a été dissoute. Et au terme de cette dissolution, les actifs qui restaient au sein de l'asso ont été transférés à Niasobi. On en avait d'ailleurs parlé durant une AG. Soit c'était l'année dernière, c'était soit celle de juillet, soit celle de septembre-octobre, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Parce qu'on avait un but commun qui était de mettre en avant des VTubers. Suika et les personnes qui étaient en charge de léguer ce que possédait l'association nous a légué la partie financière, bien sûr. Alors, on ne sait pas si elle nous a tout légué. Là-dessus, on n'a pas c'est pas à nous de nous renseigner. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a reçu la partie argent de l'association Horizon. Parce que l'argent ne peut pas être récupéré par les membres. Si une asso est dissoute, ce qui reste au sein de l'asso ne peut pas être récupéré par un membre de l'asso, même partiellement, sauf si c'était un apport qu'avait apporté quelqu'un. Si par exemple quelqu'un a fait un don enfin un prêt d'argent pour l'asso pour une activité précise, dans ce cas-là, l'asso est obligé de rembourser la personne, même si elle est dissoute. Et après ça, non, les membres du bureau, les membres du CA ne peuvent pas récupérer l'argent de l'asso si elle est dissoute. Sinon, on appelle ça un détournement de fonds. Et ça, c'est puni par la loi. Voilà, voilà. J'ai jamais connu de... Alors, j'allais dire, j'ai jamais connu de dissolution, c'est faux. J'ai connu quelques assos qui se sont dissoutes parce que il y avait plus d'activité et où les membres sont un petit peu partis chacun de leur côté. Il peut y avoir mille et une raisons pour qu'une asso ne cesse d'exister. Juste assurez-vous que tout soit fait de manière légale et qu'il n'y ait pas de reste d'apport ou de prêt de la part de membres. S'il y a des prêts qui sont encore en cours, assurez-vous de tout régler avant de dissoudre l'association de manière définitive. Là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est un article qui, en soi, est assez clair sur la façon de faire. Et on va pouvoir passer à la partie questions. Si vous avez des questions sur l'atelier de manière plus générale ou sur tout ce qui est asso,
n'hésitez pas, c'est le moment. Sugi ou moi-même, on peut y répondre. Ou Maxou, tu avais une question? C'est le moment. Voilà. Shiramatsu, Griffin, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Tac, toutes les personnes présentes dans le vocal, n'hésitez pas. Zeremil aussi, n'hésite pas. Ok. Ok pour Griffin, c'est parfait. C'est tout good. Et bah, si c'est tout good pour vous, Bah, c'est time to go, hein. Too good to c'est go. time to go. C'est Sugi, si tu as quelque chose à dire pour finir, dites concernant. Ah, Ouais. procuration. Ok, vas-y. Zérémil, donc tu as une question concernant les procurations. Quelle est-elle? Je le reprécise en vocal hein, pour ceux qui regarderont la diffusion, bien évidemment. Mmh. Il y a pas besoin d'aller en gendarmerie, en tout cas, pour cette procuration ici. Déjà, je vais voir quelle est la question, si elle Ouais. est vraiment précise ou non, et voir comment on peut y répondre. Tu peux aussi passer en vocal si jamais, Jérémy. Tout à fait, hein. Si jamais tu sais pas comment expliquer tu sais pas comment poser ta question, tu peux passer en vocal, il y a pas de souci là-dessus. Je crois que les statuts actuels ne définissent pas de limite de procuration possible par une même personne et que le bureau ne fixe pas les modalités de vote. Je suis peut-être passé à côté. Alors, je vais revérifier quand même dans les règlements intérieurs de l'assaut pour pas dire de bêtises, hein, parce que même si j'ai travaillé dessus sur les documents, je ne saurais pas exactement dire si on avait inclus des éléments précis là-dessus. Non, j'ai pas l'impression. Effectivement, on n'a pas donné d'indication précise là-dessus. Alors, très bien, on va pouvoir revenir là-dessus. Euh, pour éviter des abus sans doute. Ouais. C'est vrai que tu fais bien de le remarquer, on ne définit pas de limite de procuration possible par une même personne. Globalement, si une personne reçoit deux procurations, elle compte pour 3 votes. Si elle en reçoit 10, elle compte pour 11 votes. Son vote personnel plus les 10 autres reçus des autres personnes. Par contre, les modalités de vote, c'est précisé lors de chaque AG, justement, pour si jamais il y a des spécificités ou des besoins techniques au niveau des votes. Euh, Comme ça, au moins, on le précise directement durant les AG. Et c'est à ce moment-là, on peut donner le fonctionnement du vote qui va être qui, qui va concerner la décision à prendre. Mais par contre, effectivement, on n'a pas mis de limite de vote, de procuration possible pour une personne. Tu fais bien de le remarquer. Ce sera peut-être une décision, un petit ajout dans le règlement intérieur qu'on mettra pour la prochaine fois et dont on discutera lors d'une prochaine AG. Probablement l'AG de juillet, juin, juillet. Je sais il y a un AG qui va être nécessaire pour tout ce qui est CA. Et ce sera début juin. Donc ouais, ce sera probablement à ce moment-là. Mais tu fais bien de souligner ce point. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça.
Donc avec cette question, vous pouvez voir à quel point une association vit avec ses adhérents. La base peut penser à plein de choses. On a pensé à se renseigner sur tout ce qui était RGPD, sur, comment on voulait, que les membres adhèrent, comment on voulait que l'association fonctionne, à quelles activités on voulait que Niasobi, puisse participer. Mais il y a plein de points où on n'y a jamais pensé parce que soit on était trop dans l'asso et on ne savait plus où donner de la tête et où à côté on n'a jamais vu la nécessité de le préciser parce que le cas ne s'est jamais présenté. Mais c'est pour ça qu'une association doit vivre avec ses membres. Parce que plus il y a de personnes au sein d'une asso, plus on peut en discuter, on peut penser à des choses que les autres ont oubliées. C'est pour ça que c'est très important. Je vais pouvoir aller sur la dernière diapo. Merci beaucoup de votre attention à toutes et à tous. Merci d'avoir été présent pour cet atelier. On espère que c'était pas trop dense en termes d'informations légaux. Si vous avez des besoins de précision sur certains articles très précis, n'hésitez pas à la poser dans FAQ écrite ou à venir me voir en MP pour, pour qu'on voit ensemble la question. Sugi, si tu as quelque chose à dire, vas-y, c'est ton moment. Bon, en tout cas, oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était effectivement très intuitif, mais j'espère que c'était pas trop lourd non plus et que vous ressortez quand même avec quelques informations. Nous, en tout cas, on en ressort avec justement le fait qu'il n'y ait pas de statut pour la procuration. Effectivement, comme il avait dit Siro, bah, l'assaut vit à travers ses membres et on compte sur vous. Exactement. Et puis, pour ma part, là, je veux aussi me prononcer pour les personnes qui verront cette rediffusion. C'est les statuts d'une association, c'est vraiment très important, mais si vous oubliez un truc, ne vous flagellez pas pour ça. Il y aura toujours des oublis à un moment ou à un autre, donc ça permet au moins de vous assurer, au bout d'un moment, si vous avez oublié des trucs et qu'on vous fait remarquer, vous pouvez travailler sur le tas justement pour vous assurer que, il y ait pas de problème. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. On va pouvoir dire au revoir à Craig. Et au revoir Craig. Merci à toutes et à tous.